Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à cet épisode spécial de questions d'actu qui s'est déplacé à Marrakech à l'occasion du premier forum américano-marocain du Venture Capital. C'est un forum qui réunit 30 fonds d'investissement venus des États-Unis d'Amérique, d'Europe et aussi des 4 coins du continent africain. Il est réuni avec le top 30 des startups marocaines. Il s'agit aussi d'un événement qui vient à la veille de la grand-messe de la tech et de l'innovation en Afrique, le GITEX Africa, qui se déroule donc ici à Marrakech du 29 au 31 mai. Donc cette première édition du US Morocco VC Forum est à l'initiative de Prosper Africa et de l'ambassade américaine au Maroc. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur ce plateau ici à Marrakech l'ambassadeur des États-Unis à Rabat. Et plus tard, nous allons également poser quelques questions à la coordinatrice du programme Prosper Africa. Bonjour Monsieur Talouar, merci d'être présent parmi nous aujourd'hui. Merci à vous Khadija, je suis heureux d'être parmi vous. So you've been appointed in November 2022. Just a quick introduction of Ambassadeur Talouar, vous avez été nommé à l'ambassade de Rabat en novembre 2022. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler des efforts américains visant à encourager l'investissement et l'entrepreneuriat au Maroc, ainsi que de la 20e édition de l'exercice African Lion. Nous aborderons donc l'importance de la coopération en matière de défense entre les États-Unis et le Maroc, ainsi que les défis pour la diplomatie américaine. Merci encore une fois d'être présent parmi nous aujourd'hui. Que pouvez-vous nous dire sur les principaux résultats du premier forum Capital Risque Maroc-États-Unis ici à Marrakech? of the first VC forum, US Morocco VC forum here in Marrakech. Nous sommes ravis d'avoir pu organiser cet important forum qui réunit des investisseurs américains et internationaux avec l'écosystème dynamique des startups marocaines. Et c'est exactement notre objectif, les réunir, les présenter et permettre aux gens de comprendre le dynamisme de la communauté des startups au Maroc. Nous souhaitions également démontrer comment les Marocains s'approprient la révolution numérique et diverses technologies, qu'il s'agisse de la technologie climatique, de l'agritech ou de la deep tech. J'ai récemment assisté à des sessions pitch et été témoin d'échanges extraordinaires entre des fondateurs de startups marocaines, tous très passionnés par leur travail, et leur manière de le présenter a vraiment impressionné les investisseurs potentiels qui assistaient à ces séances. Nous avons de bonnes raisons d'espérer que des accords émergeront de cet événement. Bien sûr, nous l'espérons ardemment et je suis convaincu que les fondateurs de start-up partagent cette ambition. La mission des États-Unis au Maroc est effectivement engagée dans la promotion de l'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Pouvez-vous nous parler des principaux projets lancés et de leur impact ? Vous venez d'évoquer les retombées attendues de ce forum. Quel est précisément l'impact de ces initiatives ? Well, we have a range of activities, as you mentioned, that are underway. We support skills. Nous avons toute une série de programmes en cours. Comme vous l'avez mentionné, nous soutenons la formation professionnelle et les programmes éducatifs à travers tout le Maroc. Car comme nous l'avons appris lors de ce forum, l'ingrédient essentiel du succès de tout pays ou entreprise est son capital humain. Human capital. Et c'est précisément ce que fait le Maroc sous la conduite de Sa Majesté, investir dans le capital humain. Lorsque les gens viennent au Maroc, ils sont émerveillés par ce qu'ils découvrent. C'est également sur cet aspect que nous accompagnons la politique royale pour soutenir la formation des Marocains dans tous les secteurs. Ce soutien inclut non seulement le gouvernement américain, mais aussi les entreprises américaines présentes ici, telles qu'Oracle, IBM, Cisco et Dell, qui dispensent des formations aux Marocains. Des dizaines de milliers de jeunes ont été formés, par exemple en programmation informatique avancée, ce qui leur permettra de contribuer à la croissance économique du Maroc et d'accéder à des emplois dans le futur. Et quelle a été la rencontre la plus marquante depuis votre nomination il y a 2 ans ?
Oh, il y en a tellement. Le Maroc est un pays si riche et diversifié. J'apprécie vraiment la chaleur et l'hospitalité de sa population, la façon dont nous avons été accueillis. Je voyage beaucoup et je trouve que chaque ville du Maroc est unique. Marrakech est différente de Rabat et Rabat se distingue de Casablanca. Lorsque vous vous rendez dans les régions rurales, comme dans les montagnes de l'Atlas, vous découvrez tellement de belles choses. Je me rappelle de ma visite dans une école de jeunes filles dans le Moyen Atlas que nous avons pu soutenir grâce à la Millennium Challenge Corporation. C'est la première fois que leurs parents acceptaient de les laisser aller dans une école en dehors de leur village. Et c'était vraiment très marquant. Je citerai aussi des histoires incroyables que j'ai pu voir après le séisme Al-Haouz. Lorsque j'ai eu l'occasion de visiter les zones sinistrées et de découvrir la mobilisation remarquable des Marocains et le travail incroyable qu'ils accomplissaient. Ces moments étaient vraiment très émouvants et ils resteront gravés dans ma mémoire pour le reste de mon existence. Et que pouvez-vous nous dire sur les projets d'autonomisation économique dans les provinces du Sud? Est-ce ce genre d'initiative? Nous avons une initiative de partenariat dans la région MENA, Afrique du Nord, Moyen-Orient, qui est pleinement active et engagée avec des organisations de la société civile au Sahara marocain. Nous avons également des programmes d'aide en cours dans d'autres régions du Maroc. Nous sommes donc très activement impliqués partout dans le pays. Récemment, l'AFD, l'Agence française de développement, a annoncé qu'elle commencerait à financer des projets dans les provinces du Sud. Pensez-vous que le gouvernement des États-Unis pourrait suivre cette voie? Actuellement, plusieurs entreprises privées américaines envisagent des investissements dans tout le Maroc, y compris au Sahara marocain. Nous soutenons évidemment ces initiatives. Tout investissement et tout partenariat entre les États-Unis et le Maroc sont les bienvenus. Parlons d'un autre volet de cette coopération multidimensionnelle, historique et humaine. Elle concerne non seulement l'aspect économique, mais aussi la coopération en matière de sécurité et de défense entre les États-Unis et le Maroc. Et cette année marque le 20e anniversaire des manœuvres African Lion. Excellence Talwar, à quel point ces manœuvres sont-elles importantes pour les États-Unis et pour la coopération en matière de défense entre le Maroc et les États-Unis? Cet exercice est très important. Il s'agit de l'exercice le plus important que nous menons en Afrique. Et cette année marque sa 20e édition. Je vais donc y assister en essayant d'être présent à la fois au GITEX, à ce forum Capital Risque et donc à l'African Lion. Nous avons prévu de nombreuses activités importantes dans le cadre de cet exercice, y compris des opérations d'aide humanitaire en collaboration avec les forces armées royales. Mais ce qui est particulièrement mis en avant, c'est cette remarquable capacité de défense du Maroc et la solidité de notre alliance. Comme je le répète souvent, le Maroc est le plus ancien ami des États-Unis et cet exercice illustre parfaitement cette amitié. Le Maroc bénéficie d'une sécurité, d'une stabilité et d'une fiabilité notoires. Il dispose d'une capacité de défense impressionnante. À la suite de mes échanges avec nos homologues militaires, j'ai pu constater à quel point la stabilité du Maroc est précieuse, surtout dans le contexte actuel où les menaces sont multiples et où les États-Unis et le Maroc font face à des défis communs dans la région et sur tout le continent africain. Avoir un partenaire tel que le Maroc, capable d'organiser avec succès des exercices militaires complexes, impliquant de nombreuses composantes mobiles, témoigne de la solidité de notre partenariat et des capacités du Maroc. Vous avez tout à l'heure mentionné les temps difficiles que nous traversons actuellement. Dans son numéro de mars, States Magazine, qui est la publication en ligne du département d'État, souligne que le Maroc est devenu un exportateur de paix dans une région instable. Que pensez-vous de cette affirmation, compte tenu du contexte régional et des autres menaces qui malheureusement affectent la région?
Je pense que cela souligne simplement à quel point le Maroc est crucial, à quel point la relation entre les États-Unis et le Maroc est essentielle. Nos perspectives sur le monde sont remarquablement alignées, tout comme notre perception des menaces qui pèsent sur ce monde. Comme vous l'avez mentionné, le Sahara marocain est confronté à une instabilité alimentée par des organisations extrémistes violentes, des acteurs extérieurs et des grandes puissances. Nous aspirons à ce que le Maroc soit véritablement un acteur de la sécurité internationale. Ce pays ne se contente pas de protéger efficacement son propre territoire, il exporte également cette sécurité au-delà de ses frontières. Le Maroc forme également des dizaines de milliers de soldats africains pour promouvoir la stabilité en Afrique. C'est aussi la mentalité, c'est la culture marocaine de la coexistence, de la modération, sa façon de gérer les affaires qui fait partie intégrante de l'ADN du pays, comme je l'ai déjà observé ici. Et cette perspective d'ouverture, de coexistence, de modération est tellement importante aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi vitale. Excellence Talwar, juste un rappel rapide. Vous avez précédemment occupé des postes de haut niveau en politique étrangère et en sécurité nationale au département d'État, à la Maison-Blanche ainsi qu'au Sénat des États-Unis. Pour ne mentionner qu'un petit aperçu de votre CV extraordinaire, que pourriez-vous nous dire sur la sécurité de la diplomatie américaine en 2024, étant donné la guerre à Gaza, l'instabilité mondiale et plus tard, nous aborderons également la grande compétition entre les puissances, surtout en Afrique. Je pense que la diplomatie américaine n'a jamais été aussi importante. Je considère que la diplomatie américaine n'a jamais été aussi cruciale face à tous ces défis à l'international. Cela revêt une importance capitale. Je sais que mon ami, le secrétaire Blinken, que vous avez précédemment interviewé et qui a visité le Maroc, en est parfaitement conscient. Il jongle avec de multiples défis à travers le monde. La clé, selon moi, pour naviguer dans ce monde complexe avec ses conflits et ses rivalités entre grandes puissances est de rester fidèle à nos principes. Nous voulons que nos alliés comme le Maroc sachent qu'ils peuvent compter sur nous tout en contribuant à investir dans les États-Unis. That our friends know that they can rely upon us, friends like Morocco, that we invest in those relationships. Dans quelle mesure peuvent-ils compter sur vous? Eh bien, nous voilà. Nous programmons African Lion. Nous organisons le forum Capital Risque. Nous avons toute une gamme d'activités ici au Maroc dont je suis très fier pour entretenir et dynamiser cette relation. C'est un exemple de la diplomatie active et de la direction que le secrétaire Blinken et le président Biden comptent suivre pour renforcer nos alliances stratégiques, comme par exemple l'OTAN, qui a récemment été élargie. En fait, le Maroc ne fait pas partie de l'OTAN, mais il est un allié majeur hors OTAN et il a été reconnu en tant que tel. Le Maroc est le seul pays d'Afrique avec qui les États-Unis ont un accord de libre-échange. Ainsi, nous constatons que notre commerce se développe, que nos liens diplomatiques se renforcent, de même que les échanges et les liens entre les peuples qui constituent le socle de notre relation. Notre partenariat en matière de sécurité progresse également. Nous entretenons des relations similaires avec plusieurs pays à travers le monde. Pensez-vous pas que ces liens pourraient être impactés négativement par ce qui se passe à Gaza, par les nouveaux événements à Rafah ces derniers jours? Les images sont vraiment effrayantes, dévastatrice et chaotique. Comment pensez-vous que cela pourrait affecter l'image des États-Unis ici au Maroc? Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes également profondément touchés par la tragédie qui se déroule à Gaza, tout comme le Maroc a été horrifié par les événements du 7 octobre qui étaient complètement injustifiés. Mais comme l'a dit le secrétaire Blinken, nous ressentons également très profondément la tragédie et la souffrance que vivent les gens à Gaza,
et nous sommes activement engagés dans des efforts pour tenter de faire libérer les otages, pour apporter une aide humanitaire sur laquelle nous travaillons jour et nuit pour la faire parvenir aux habitants de Gaza. Et le Maroc a d'ailleurs également fait un travail remarquable à cet égard. Nous recherchons en outre une solution à cette crise, un cessez-le-feu, et nous sommes pour une voie politique qui mène à la solution à 2 États. Nous sommes donc activement engagés dans cette démarche. Ce n'est pas facile, mais j'ai foi en nos partenaires au Maroc, pays qui a toujours, comme je l'ai dit, prôné la coexistence et la modération. Et nous avons des liens étroits avec le gouvernement marocain. Je suis optimiste quant au fait que les Marocains sont confiants dans le maintien de la relation bilatérale entre nos 2 pays et que celle-ci restera ferme et solide. En fait, lorsque nous sortirons de cette crise, cette relation sera même renforcée. Inch'Allah, espérons que la fin de cette guerre débouche sur un processus de paix et, comme vous l'avez dit, une médiation politique qui permettrait de conduire à cette solution à 2 États, comme le préconise le gouvernement marocain et Sa Majesté le Roi depuis le début. Dernier mot sur les projets futurs, l'innovation et comment vous envisagez le Maroc comme une porte d'entrée vers l'Afrique et le reste du monde. Le Maroc est la porte de l'Afrique, comme on le dit souvent, mais c'est en fait un pont dans les 2 sens qui relie le continent au reste du monde. Et je pense que beaucoup de gens viennent au GITEX pour cette raison. Le GITEX Africa a beaucoup grandi par rapport à l'année dernière. Il met en valeur les racines africaines du Maroc, sa stratégie de coopération sud-sud, sans parler de sa situation géographique cruciale. Car les Africains, quand ils regardent le Maroc, ils voient l'un des leurs, un pays africains, et ils sont beaucoup plus réceptifs de bien des façons au message du Maroc pour l'avenir, pour la croissance et pour le développement du continent. Ils partagent cette appartenance et donc le fait que les États-Unis aient un partenaire comme le Maroc est très important car c'est une passerelle, une ouverture sur ce continent qui est celui de l'avenir. Provide this avenue and this gateway and this opening, this bridge to this continent, which really La jeunesse de sa population, qui est en forte expansion, sera le moteur de son développement et de la dynamique économique. Tous ceux qui regardent l'Afrique, tous ceux qui regardent le Maroc savent que la prospérité sera au rendez-vous, donc c'est le moment idéal pour que tout prenne place. Et comme on dit aux États-Unis, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe et c'est à Marrakech à nouveau qui a accueilli, comme vous le savez, il y a 2 ans, le 14e Africa Business Summit qui a été suivi du Africa Leaders Summit à Washington en présence du président Joe Biden et du chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Encore une fois, je vous remercie infiniment, ambassadeur Talwar. Merci pour votre temps et d'avoir répondu aux questions de Medi 1 TV. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un plaisir d'être ici. Merci. Voilà, donc c'est la fin de cette première partie de questions d'actu spéciale coopération entre le Maroc et les États-Unis où nous allons continuer dans cette thématique avec la coordinatrice du programme américain Prosper Africa. À tout de suite. Merci, monsieur l'ambassadeur. Voilà, c'est la fin de la première partie de questions d'actu. Nous allons enchaîner, comme je le disais en introduction, avec la coordinatrice du programme Prosper Africa. À tout de suite. Alors avant de commencer l'entrevue avec mon invité, un petit rappel de ce que c'est que Prosper Africa. C'est une initiative donc américaine qui mobilise 17 agences et départements américains pour aider à identifier et faciliter les opportunités de commerce et d'investissement
sur le continent africain, bien naturellement. Elle a été reconnue pour avoir contribué à conclure plus de 1200 accords dans 49 pays africains pour une valeur totale estimée à plus de 70 milliards de dollars, et ce depuis 2019. Mon invité a été nommé le 12 juillet dernier, et ainsi l'administration Biden a franchi une nouvelle étape vers l'approfondissement des relations commerciales avec l'Afrique en choisissant celle qu'on nomme la championne de l'impact social, British Robinson, comme coordinatrice de l'effort multi-agences visant à promouvoir donc le commerce et l'investissement bilatéraux. Madame Robinson, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Le plaisir est pour nous. Alors, avant de parler des résultats majeurs de ce premier forum de Capital Risque USA-Maroc, depuis décembre 2022, lors du sommet des leaders États-Unis-Afrique, les États-Unis ont noté des progrès significatifs dans le commerce et l'investissement. Quels sont les principaux succès de Prosper Africa depuis cette date, Madame Robinson? Merci pour la question. Tout d'abord, notre pays, le gouvernement américain et le président Biden en particulier aiment dire que nous sommes pleinement investis en Afrique, ce qui signifie que nous sommes pleinement engagés au Maroc. Depuis que le président a tenu le sommet des leaders africains en décembre 2022, Prosper Africa, avec nos collègues du gouvernement américain, a réussi à développer 547 accords d'une valeur de 14,2 milliards de dollars. Nous nous sommes donc pleinement investis et avons répondu à la demande du président Biden par le biais de Prosper Africa. Permettez-moi de prendre un moment pour vous parler de Prosper Africa et expliquer pourquoi il est si important dans le cadre de notre engagement total envers l'Afrique. Prosper Africa est une initiative présidentielle et de sécurité nationale visant à catalyser le commerce et l'investissement bilatéraux à travers le continent, y compris au Maroc. Nous le faisons par divers moyens, de la recherche d'accords à la due diligence, en trouvant les capitaux et les liquidités nécessaires pour réaliser des accords ici sur le terrain. Le Maroc a une opportunité prometteuse de croître de manière exponentielle économiquement, et nous sommes heureux et fiers de participer à cette croissance et de continuer à aider à la catalyser. En fait, c'est pourquoi nous sommes ici, et c'est pour cela que nous sommes fiers de co-organiser et de sponsoriser ce premier forum de Capital Risque. Le tout premier, mais certainement pas le dernier, Madame Robinson. Vous avez été saluée par l'administration Biden comme une véritable innovatrice, et à travers des forums de Capital Risque, c'est ce que vous faites. Je veux dire, l'essence même du Capital Risque est l'innovation, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les principales motivations derrière l'organisation et le parrainage de ce type d'événement qui rassemble des investisseurs en capital risque et des fondateurs de start-up marocaines? Pourquoi est-il important de l'accueillir ou de l'organiser juste avant le GITEX africain? Bien sûr, et tout d'abord, nous croyons fermement que l'écosystème marocain autour des startups et des entrepreneurs est passionnant, dynamique et soliste. Et donc, à travers ce forum, nous voulions tirer parti de cet écosystème et de l'intérêt qu'il suscite aux États-Unis chez les investisseurs potentiels désireux de soutenir les startups et les entrepreneurs ici au Maroc. Nous avons donc invité des investisseurs américains et des entreprises de capital risque pour les connecter avec des startups et des entrepreneurs marocains pour voir si nous pouvons faire des mises en relation en finançant effectivement des efforts prometteurs qui feront croître l'économie. Parce que nous savons que les entrepreneurs sont au cœur de l'économie. Et donc, lorsque nous pensons aux entrepreneurs et au rôle qu'ils jouent dans la croissance économique ici au Maroc, mais aussi à travers le continent, GITEX est la plateforme parfaite pour faciliter le contact et le dialogue. La conférence GITEX étant la plus grande conférence autour de la FinTech, de l'agritech et de la HealthTech et de la DeepTech. Elle est un modèle pour le continent. Les gens viennent ici
de toute l'Afrique. Et c'est pour nous une occasion de rassembler tout ce monde pour avoir une réflexion plus approfondie sur ce domaine de croissance particulière. Nous sommes donc heureux de soutenir et d'assister ce GITEX, mais nous voulions aussi que nos investisseurs américains comprennent le contexte et l'écosystème plus large. Et c'est ce que le GITEX apporte, justement. Il offre une perspective plus large des opportunités sur le continent. Nous aimons dire que si vous n'investissez pas en Afrique, vous n'investissez pas au Maroc. Alors vous aurez un coup de retard. Beaucoup de gens ont investi sur d'autres continents, dans d'autres régions du monde. Pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas maintenant? Et n'est-il pas trop tard, compte tenu de la grande compétition entre les puissances mondiales sur le continent africain? N'est-il pas trop tard pour que les États-Unis retrouvent la place naturelle qu'ils occupaient, peut-être il y a une décennie? Pensez-vous qu'il y a des efforts pour surmonter ce petit retard? Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et il n'est pas trop tard pour l'Afrique. Nous avons un profond lien et riche avec le continent grâce à notre diaspora. Je crois que la diaspora aux États-Unis, la diaspora africaine qui englobe tout le continent, est l'arme secrète de l'Afrique et du Maroc grâce à nos liens sociaux et historiques. Il n'est donc jamais trop tard. Au contraire, notre travail est une extension de cette relation profonde et ancienne. En fait, le Maroc est l'un de nos amis les plus proches. Ils ont toujours été avec nous et nous voulons continuer à être avec le Maroc et tout le continent à mesure que nous avançons. Nous ne pensons donc pas qu'il est trop tard. Et c'est la raison pour laquelle Prosper Africa existe, pour garantir que les investissements et les opportunités d'accès au commerce mondial seront facilités par notre travail à travers Prosper Africa. Et une partie de notre travail consiste à présenter et aussi à s'assurer que le monde sache que lorsque l'Afrique s'élève, nous nous élevons tous. Alors que l'Afrique s'élève grâce à sa jeunesse, il est important de souligner le potentiel de cette jeunesse. Car généralement, lorsque la jeunesse africaine est mentionnée dans une discussion ou un débat, surtout dans les pays européens et aux États-Unis, on entend surtout parler de migration. Alors, comment transformer cela en une opportunité et parler moins de l'aide au développement, mais plus de coopération et de partenariats stratégiques, de partenariats économiques par l'innovation dans d'autres secteurs? Bien sûr, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de débats sur la migration, mais encore une fois, je reviens sur la question de la diaspora. De nombreux membres de la diaspora retournent chez eux, retournent au Maroc, retournent au Kenya, et ils apportent de l'innovation, des idées, de la créativité. Nous voulons donc que l'Afrique puisse tirer parti de cela. Et si nous pouvons être un pont, ou comme nous aimons dire, le trait d'union entre la diaspora et ce qui se passe actuellement dans ces différents pays, c'est vraiment notre rôle. Nous voyons donc l'immigration comme l'arme secrète et une opportunité. Le message des programmes de commerce et d'investissement menant à des objectifs étrangers et de sécurité, ne pensez-vous pas que ce message peut avoir un effet contre-productif ou peut-être à court terme, peut-être même un impact sur l'efficacité sur le terrain? Je crois qu'ils fonctionnent de concert. Ainsi, lorsque vous disposez d'une bonne gouvernance, d'un état de droit solide et de politiques efficaces, vous attirez les investissements, vous générez des opportunités économiques, les gens souhaitent accéder à vos marchés, que ce soit pour le commerce ou l'investissement. Nous considérons donc ces éléments comme indissociables. De plus, une croissance économique saine apporte la paix et la sécurité. Cela signifie que la croissance économique est un vecteur de paix et de sécurité. Et dans l'autre sens également? Cela fonctionne dans les deux directions. C'est pourquoi j'ai insisté sur l'importance de la bonne gouvernance. C'est essentiel. Les gens veulent investir dans des environnements sûrs, avec de bonnes politiques, des réglementations efficaces et une bonne gouvernance. C'est donc un facteur crucial en présence de la sécurité. Les investisseurs se sentent en confiance. Je sais que vous avez une certaine expertise dans le domaine de l'éducation.
Ne pensez-vous pas qu'il est temps d'aborder l'éducation en Afrique de manière innovante plutôt que de continuer comme par le passé pour libérer tout le potentiel des partenariats et offrir plus d'opportunités aux talents africains? Je crois que l'Afrique regorge de potentiel, un potentiel exponentiel. Elle possède certains des talents les plus incroyables au monde. Comment pouvons-nous donc tirer parti de ces talents? Chez Prosper Africa, nous cherchons à les exploiter à travers l'entrepreneuriat, les startups et l'innovation. Récemment, j'étais au Kenya et une entreprise américaine y a doublé ses investissements car elle a constaté que le pays était très bien éduqué et regorge de talents exceptionnels. Cette réalité existe également ici au Maroc, un pays doté d'une excellente éducation et de nombreuses compétences. En fait, c'est pourquoi les investisseurs sont attirés, car de main-d'œuvre qualifiée. L'Afrique est en plein essor car le monde commence enfin à reconnaître ce potentiel exponentiel et ses talents remarquables. Nous sommes donc très optimistes quant au développement des compétences. Madame Robinson, passons maintenant au commerce. L'accord de libre-échange a presque 20 ans, ce qui est normalement suffisamment mature pour atteindre un plan potentiel. Bien que les chiffres montrent une croissance remarquable, ils n'ont pas encore atteint leur pleine capacité. Comment y remédier? Comment simplifier le commerce? Nous avons des exportateurs marocains qui font des affaires avec les États-Unis et respectent toutes les réglementations et tout se passe bien pour eux. Cependant, ce n'est pas le cas pour les petits agriculteurs, les petits producteurs, ainsi que les petites et moyennes entreprises ou les start-up qui aspirent à commercer avec ce vaste marché qu'est le marché américain. Comment changer cela, Madame Robinson? Tout d'abord, merci pour votre question. Nous sommes extrêmement fiers de notre accord de libre-échange avec le Maroc, le premier et le seul de ce type. Je suis certaine que votre gouvernement sera bientôt en pleine négociation pour le renouveler. Permettez-moi de vous expliquer comment nous soutenons cet accord d'ailleurs. Avant tout, nous disposons d'une panoplie d'outils, d'instruments et de programmes au sein de Prosper Africa. L'un de nos objectifs principaux est la promotion commerciale. En fait, sur les marchés américains, nous mettons en avant le commerce. Nous avons également des dispositifs pour aider à regrouper les produits des petits exploitants agricoles afin qu'ils puissent accéder au marché américain. Laissez-moi vous donner 2 exemples concrets. En février de cette année, nous avons réuni environ 8 entrepreneurs marocains dans les secteurs de la mode, du textile, de l'habillement à Las Vegas, dans l'État du Nevada, pour présenter leurs produits à des acheteurs américains. Nous ferons de même le mois prochain à New York, lors du Summer Fancy Food Show, où nous inviterons 10 fournisseurs africains de produits variés, allant des noix de macadamia aux huiles du thé, au café, etc., pour rencontrer plus de 20 000 acheteurs et détaillants américains, dont certaines des plus grandes entreprises comme Kroger, Albertsons, Target, Walmart, Dollar General et Sam's Club. Cela montre à quel point nous sommes engagés à augmenter le commerce avec le Maroc. Nous réalisons cela à travers divers programmes comme celui de Summer Fancy Food Show. De plus, nous offrons des programmes aux différents fournisseurs marocains et s'ils souhaitent en savoir plus sur l'accès au marché américain, nous pouvons leur fournir une assistance technique via notre programme par l'intermédiaire de l'ambassade des États-Unis. Et comment le Maroc va-t-il permettre l'accès au reste de l'Afrique? Grâce à l'existence de cet accord de libre-échange? Comment tirer parti de cet accord pour permettre aux exportateurs américains de pénétrer un marché plus vaste de plus d'1,5 milliard de personnes?
Je pense qu'il y a deux choses. Tout d'abord, l'idée que le Maroc est perçu comme une porte d'entrée, mais je voudrais dire qu'en réalité, il est non seulement une porte d'entrée, mais également un pont qui relie dans les deux sens, non seulement au marché américain, mais également le reste du continent africain, grâce à l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine dont le Maroc fait partie. Cette dualité est cruciale. En effet, l'intégration du Maroc dans cet accord est une décision stratégique car le commerce intracontinental favorise la croissance du continent. Ainsi, être une porte d'entrée implique également d'être un acteur du commerce intra-africain, souvent consolidé en vue de l'exportation. Cette démarche renforce donc la capacité du Maroc à exporter vers le marché américain. En somme, le commerce intercontinental et l'intégration à l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine sont des éléments complémentaires. Il est donc essentiel pour le Maroc de participer à ces accords. Parlons de la ZLECAf et de l'AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, un programme commercial des États-Unis pour l'Afrique expirant en 2025. Est-ce que vous avez des perspectives sur l'avenir de cette initiative ? L'AGOA représente une législation cruciale, étant notre principal moyen d'accès aux marchés américains. Sa promulgation relève du Congrès des États-Unis. Nous sommes optimistes quant à son avenir. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à l'administratrice de l'UCED, Samantha Power, à propos du financement. Est-il facile d'obtenir le financement adéquat nécessaire pour de tels programmes comme Prosper Africa, compte tenu du contexte difficile ? Nous sommes très fiers et heureux de bénéficier d'un soutien bipartite du Congrès des États-Unis. Prosper Africa est une manière unique pour le gouvernement américain de faire des affaires et nous sommes dirigés par le secteur privé. Tout le monde croit, comme nous le faisons en Amérique, que tout le monde peut réussir et la croissance économique en fait partie. C'est pourquoi le Congrès américain veut que Prosper Africa prospère continuellement. Je suis donc très heureuse de cela. Selon vous, Madame Robinson, quels facteurs sont essentiels pour favoriser la prospérité de l'Afrique ? L'éducation, les talents et les compétences dont nous avons parlé, la diaspora et aussi la croissance économique, le nouveau commerce et l'investissement qui ici font partie intégrante du niveau du continent. Et je suis heureuse que le Maroc bénéficie de cette nouvelle énergie. Est-ce que c'est votre première visite au Maroc ? Oui, c'est la première fois que je viens au Maroc et c'est un pays magnifique. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Les gens sont tellement gentils et j'adore le thé marocain, complètement charmé, c'est fantastique. J'espère qu'on aura du thé marocain aux États-Unis. Espérons-le, tant que le partenariat se poursuit, ce qui est grandiose, et qu'il évolue également. Il y a des produits agricoles, l'agro-industrie, ainsi que la technologie et d'autres aspects de l'industrie. Merci beaucoup, Madame British Robinson, coordinatrice de Prosper Africa. Merci d'avoir répondu aux questions. Tout le plaisir est pour moi. Tout le plaisir est pour moi. Voilà, mesdames, messieurs, c'était donc cette entrevue exclusive en compagnie de la coordinatrice du programme Prosper Africa qui est à l'initiative, aux côtés de l'ambassade américaine à Rabat, à l'initiative du premier Venture Capital Forum américano-marocain qui s'est tenu donc à Marrakech en marge du GITEX 2024. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans quelques instants. Et pour notre troisième invité, nous avons passé en revue l'essentiel de la coopération entre le Royaume du Maroc et les États-Unis et cette initiative du premier forum de VC ici à Marrakech est une cristallisation de cette coopération, notamment en faveur des startups. Alors pour notre troisième invité, justement, il s'agit d'une start-up marocaine qui a profité d'un incubateur, d'un accélérateur de la Silicon Valley, eh bien, pour s'envoler. Si on peut utiliser peut-être cette analogie, parce que c'est vraiment l'exemple de la réussite d'une start-up marocaine.
Nous avons avec nous la cofondatrice de cette start-up. Il s'agit de la start-up Shari. Sophia Elej, bonsoir et merci de répondre à nos questions. Bonsoir Khadija, merci à toi pour ton invitation et puis surtout pour tes gentils mots. Alors, vous avez partagé votre expérience, votre aventure de start-up lors du US Morocco Venture Capital Forum qui se tient donc ici à Marrakech. Je voudrais juste comprendre comment tout cela a commencé. Et qu'est-ce qui vous a permis de, pour utiliser le jargon des startups, de leapfrogger un peu votre activité? Très très bonne question. Alors Shari est une start-up qui a été lancée en janvier 2020 au Maroc. On a commencé par une activité de e-commerce qui servait en fait les petits commerces de proximité type épicerie où on leur donnait une application mobile, on leur proposait de commander n'importe quel produit de grande consommation et de se faire livrer gratuitement. Ces gens-là qui payaient tout le temps en cash, on a réalisé qu'il y avait une véritable opportunité pour essayer de les inclure financièrement dans le système bancaire. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de s'orienter vers une offre de services financiers à destination des commerces de proximité au Maroc. Et en fait, quand on lance une start-up, généralement, on essaye de regarder qu'est-ce qui marche à l'extérieur du Maroc. On a commencé à s'intéresser à des marchés plus ou moins similaires au Maroc. Et puis, bien sûr, quand on essaye de regarder quelles sont les best practices à travers le monde, tout ce qui est en fait start-up, VC, écosystème tech, les meilleurs sont généralement les Américains qui sont basés à la Silicon Valley. Donc on est allé un peu se renseigner comment est-ce qu'on pouvait profiter de ce qui se faisait ailleurs et ce qui se faisait de mieux. Et c'est là qu'on a décidé de s'intéresser à un incubateur basé à la Silicon Valley que tu as mentionné au début, qui s'appelle le Y Combinator. On a postulé la première fois en se disant on va essayer d'intégrer le Y Combinator. On a été refusé. Et comme en bon entrepreneur, on n'abandonne jamais, on a repostulé une deuxième fois. Et cette fois-ci, le Y Combinator a accepté Finalement, votre persévérance, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. Il faut être persévérant pour être entrepreneur, je pense. Et on a intégré un programme d'accélération de 3 mois dans lequel on a bénéficié d'un support et d'un mentoring exceptionnel et à la fin d'un investissement du Y Combinator qui nous a ouvert les portes sur l'investissement d'autres VC américains et par la suite d'autres VC globaux mais également marocains. Donc c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Est-ce que vous pensez que c'est le cas aussi pour d'autres startups ou vous faites exception? Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est le cas pour d'autres startups à travers le monde, mais également au Maroc. Déjà, il y a eu d'autres startups marocaines qui sont passées par le Y Combinator. On a souvent des entrepreneurs marocains qui nous sollicitent pour nous demander de l'aide ou des recommandations pour postuler au Y Combinator. Mais en fait, ce que je trouve génial, c'est qu'au Maroc, on a aussi eu des programmes d'accompagnement, d'accélération, d'investissement qui se sont développés sur les 5-6 dernières années et qui commencent à être accessibles à beaucoup de startups. On a fait des programmes marocains également qui sont d'un niveau qui est excellent et donc aujourd'hui, les startups peuvent bénéficier de ce genre de programme pour pouvoir prendre leur envol. Peut-être un exemple concret, quel type de programme vous pourrez mentionner, peut-être pour nous donner une idée un peu plus claire et concrète? Bien sûr. Alors, le premier programme auquel je pense, c'est un programme qui s'appelle le 212 Founders, qui a été lancé dans le cadre de la CDG, qui accompagnait beaucoup de startups marocaines basées au Maroc, mais maintenant également des Marocains de la diaspora à l'étranger. Il y a le programme Startgate de l'UM6P en partenariat avec un VC américain qui s'appelle Plug and Play, qu'on a fait personnellement, et qui sont deux programmes auxquels je pense, où il y a de l'accompagnement et de l'investissement à la fin qui en valent vraiment le détour. Alors, tout cela est bien positif et bien sûr, il y a des challenges, Sophia Elej, des challenges de nature, bien sûr, financière, mais pas que. Quels sont, selon vous, les freins au développement d'une licorne made in Maroc, d'une vraie licorne made in Maroc dont tout le monde rêve et que nous aspirons vraiment à nous positionner en tant que Startup Nation avec au moins une licorne? Alors déjà, je pense que s'il n'y avait pas de frein, partout dans le monde, on ne rêverait pas de licorne en tant qu'entrepreneur. Donc les quelques freins qui vont me venir à l'esprit, que je vais mentionner, sont des freins qui existent au Maroc, mais je pense que c'est aussi un problème global. Alors d'abord, le premier frein auquel je pense, c'est bien sûr le financement, l'accès au financement.
Donc au Maroc aujourd'hui, on a des venture capitalistes, des VC, qui sont des VC locaux. Je pense aux VC de l'UM6P, El Meda, Afrimobility, qui ont commencé à investir au Maroc. Mais ce n'est pas suffisant. On a besoin de plus de fonds injectés dans les startups marocaines pour en fait faciliter la croissance des startups le premier jour. Des fonds publics, privés? Alors, il y a les deux en fait. Okay. Mais ces fonds existent aujourd'hui, ce qui n'existait pas il y a par exemple 5 ans. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ces startups-là ont aussi besoin de financement à l'extérieur du Maroc. Et donc, en fait, je pense qu'un deuxième frein qui existe, c'est justement cette exposition un petit peu globale qu'on a besoin d'offrir aux startups marocaines de manière à ce qu'elles puissent aller chercher du financement ailleurs. Et ça, c'est possible que si l'écosystème marocain réussit justement à s'exporter et à montrer au monde entier qu'en fait, le Maroc a un écosystème tech qui en vaut la peine et qui mérite d'être regardé. Un événement comme le GITEX qui commence demain et qui a lieu à Marrakech est un événement extraordinaire pour nous, startups marocaines, puisqu'il permet justement de mettre le Maroc sur une carte mondiale et d'en fait de montrer que les startups marocaines existent et qu'elles font un excellent travail sur le marché local, mais également sur le marché africain et parfois à l'international. Est-ce que vous pensez que l'écosystème est complet aujourd'hui, l'écosystème des startups, est-ce qu'il est complet au Maroc ? Alors, complet, déjà pour avoir un écosystème de start-up intéressant, je pense qu'on a besoin de plusieurs choses. D'abord, on a besoin de capital humain. Donc, c'est des profils d'étudiants qui ont besoin d'être formés dans les écoles et qui ont besoin en fait d'avoir cette mentalité d'entrepreneur ou qui ont envie de travailler dans la tech et dans des start-up. Ça commence beaucoup à émerger avec beaucoup de programmes qui ont été lancés au sein de l'UM6P. Et donc, ça permet aux start-up d'avoir un pool de recrutement qui est assez facilité. Mais effectivement, le recrutement est peut-être la chose la plus difficile aujourd'hui pour les startups marocaines. L'écosystème a besoin d'exister s'il y a une véritable collaboration entre les secteurs publics et privés. Aujourd'hui, on ressent une véritable mobilisation du gouvernement pour développer notre écosystème et c'est quelque chose qui est en plein essor et qui est en cours et qui est souvent facilité par des acteurs, par exemple, comme la CGEM. Troisièmement, on a besoin de programmes d'accompagnement, d'accélération, mais également de financement. Et donc, je dirais qu'en fait, aujourd'hui, on a toutes les pièces du puzzle. Le puzzle est en train de prendre forme. Il n'est pas encore fini, puisqu'en fait, ça a commencé il y a quelques années, puis on a besoin de temps pour avoir un écosystème aussi développé que ce qui se fait aux US, par exemple. Mais je pense vraiment que c'est en marche et que c'est une question de temps. C'est une question de temps, mais... En fait, l'évolution est tellement rapide et quand on prend, par exemple, à un niveau continental, même sans aller jusqu'à se comparer ou peut-être voir ce qui se passe aux États-Unis, qui sont bien en avance, on voit quand même que certains pays africains se distinguent par rapport au Maroc et notamment des pays anglophones. J'ai échangé avec une patronne d'un VC Fund, 500 Global, qui a parlé justement d'une problématique de mindset, c'est-à-dire que, on a peur du risque quand on est dans une culture francophone ou francophile plus que chez les anglo-saxons. Vous avez pris le risque, vous avez aussi profité de l'essor du e-commerce pour fructifier un peu votre business. Est-ce que vous pensez que cela pourrait être appliqué à d'autres secteurs autres que le e-commerce? Oui, alors merci pour la question. Avant d'y répondre, effectivement, l'Afrique anglophone a un peu d'avance sur l'Afrique francophone par rapport aux écosystèmes tech. Il y a, je pense par exemple à des pays qu'on appelle les Big Four généralement, Égypte, Kenya, Afrique du Sud, Nigeria, qui ont pris de l'avance par rapport à l'Afrique francophone. Et c'est peut-être effectivement une histoire de mindset, une histoire aussi peut-être de taille de marché et taille de la population qui facilite l'adoption. Aujourd'hui, l'Afrique francophone est vraiment en marche. D'ailleurs, il y a déjà des licornes qui existent, par exemple, au Sénégal, qui sont dans les services financiers. Le Maroc est en train de se positionner sur cette activité-là. Et je pense en fait qu'aujourd'hui, au Maroc, par exemple, on a vraiment différents secteurs où nous avons des startups qui sont vraiment florissantes. Il y a de l'agri-tech, il y a de la health tech, il y a du e-commerce, il y a des services financiers, il y a du climate tech. Et donc, honnêtement, on est présent sur tous les secteurs. Il y a un besoin, il y a des acteurs et on est au tout début de la très très belle aventure. La belle aventure de e-commerce, comment se dessine-t-elle
pour l'avenir, selon vous, avec bien sûr l'IA, avec les mastodontes là qui prennent place, notamment sur le continent africain. Comment voyez-vous cela ? Alors, je pense que le e-commerce a connu un essor et une croissance assez impressionnante sur les 10 dernières années en Afrique, notamment le e-commerce B2C et un peu plus tard le e-commerce B2B, qui se développe un petit peu différemment. Moi, je pense sincèrement que en fait, le Covid a exacerbé le besoin du digital pour cette industrie-là, et donc je vois les choses évoluer, bien sûr, dans le temps. Maintenant, c'est une activité où c'est difficile de réussir parce qu'en fait il y a beaucoup de logistique, la livraison n'est pas forcément évidente dans toutes les zones, qu'elles soient rurales ou les grandes villes. Il y a de véritables challenges, mais je pense sincèrement qu'on se dirige vers un monde où le e-commerce a réellement sa place et va prendre de plus en plus d'ampleur. Même avec une rude concurrence d'acteurs étrangers sur le continent. Un autre point, peut-être pour finir avec vous, Sophie Halej, ça peut être challengeant, quelques difficultés peut-être issues du cadre juridique. Par exemple, est-ce que si vous avez un investisseur qui vient peut-être mettre du capital dans votre structure, il a besoin aussi d'un retour sur investissement et peut-être c'est prendre ces fonds-là ou ces bénéfices-là et les utiliser ailleurs. Est-ce que, compte tenu de la législation aujourd'hui au Maroc, ça ne pourrait pas freiner des entreprises, notamment dans le e-commerce ou d'autres ? Alors aujourd'hui, le gouvernement marocain a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, notamment avec l'Office d'échange, pour rendre possible l'investissement venant de l'extérieur du Maroc et puis l'utilisation des fonds par la suite à l'extérieur du Maroc. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai dit au départ qu'il y a une véritable volonté publique d'aider à l'essor et au développement de cette industrie-là, qui ne peut avoir lieu que si justement les fonds peuvent venir au Maroc et ensuite réutiliser leurs fonds où bon leur semble. Donc finalement, le secteur privé a imposé une réalité qui est là et le secteur public suit selon vous. Vous êtes confiante ? Oui, moi je suis confiante. Il y a du travail qui est fait par différents acteurs. Il y a une véritable mobilisation et aujourd'hui, on le voit, c'est possible. C'est possible. Et avec le GITEX aussi, exactement. Avec l'exposition du GITEX aussi, c'est possible de drainer davantage d'investissements, de mettre en avant l'innovation, les talents marocains. Merci beaucoup, Sophie Halej, cofondatrice de Chari. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir. Avec plaisir. À très bientôt. Inch'Allah. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, c'était cet épisode spécial GITEX et US Morocco VC Forum qui sont tenus donc et qui se tiennent aussi à Marrakech. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très bonne soirée.